Les mérites de la mise en scène sont grands. Je les apprécie toujours, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Mais quand même, n'oublions pas qu'ils ne sont si essentiels que pour autant que, si vous me permettez quelques libertés de langage, notre troisième œil ne bande pas assez. On le branle un tout petit peu avec la mise en scène. Ce n'est pas non plus pour, à ce propos, me livrer au plaisir morose que je dénonçais tout à l'heure dans les conceptions d'une quelconque décadence du spectateur. Je n'en crois rien. Le public a dû toujours être au même niveau, sous un certain angle. Subspecie aeternitatis, tout se vaut, tout est toujours là, simplement pas toujours à la même place. Et je le dis en passant, il faut vraiment être un élève de mon séminaire, je veux dire être spécialement éveillé, pour arriver à trouver quelque chose au spectacle de la Dolce Vita. Je suis émerveillée du bruissement de plaisir qu'il semble avoir provoqué chez un nombre important de membres de cette assemblée. Je veux croire que cet effet n'est dû qu'au moment illusionnel, produit par le fait que les choses que je dis sont bien faites pour mettre en valeur une certaine sorte de mirage, celui, effectivement, qui est à peu près le seul qui, dans cette succession d'images, soit visé, qui n'est jamais atteint nulle part, sauf, je dois dire, en un moment. Il me semble que le moment où, au petit matin, les viveurs, au milieu des fûts, des pins, au bord de la plage, après être restés immobiles, et comme disparaissant de la vibration de la lumière, se mettent tout d'un coup en marche vers je ne sais quel but, qui est celui qui a fait tellement plaisir à beaucoup, qui y ont retrouvé ma fameuse chose, c'est-à-dire je ne sais quoi de dégueulasse qu'on extrait de la mer avec un filet. Dieu merci, on n'a pas encore vu cela à ce moment-là. Seulement les viveurs se mettent à marcher. Et ils seront presque toujours aussi invisibles, et ils sont tout à fait semblables, en effet, à des statues qui se déplaceraient au milieu d'arbres d'uccello. Il y a, en effet, un moment privilégié et unique à lui tout seul. Il faut que les autres, ceux qui n'ont pas encore été reconnaître l'enseignement de mon séminaire, y aillent. C'est tout à la fin, ce qui vous permettra de prendre vos places, s'il en reste, au bon moment. Nous voici donc au point de notre Antigone. Notre Antigone, donc, la voici au moment d'entrer dans l'action où nous allons la suivre. Que vous en dirais-je de plus aujourd'hui ? J'hésite, il est tard. Je voudrais prendre ce texte de bout en bout pour vous en faire saisir les ressorts. Il est quand même quelque chose que vous pourriez faire d'ici la prochaine fois. C'est de le lire. Je ne crois pas que de vous en avoir à la fois sonné la cloche en vous disant que je vous parlerai d'Antigone ait suffi, vu le niveau ordinaire de votre zèle, à vous le faire même parcourir. Il ne serait pas tout à fait inintéressant que vous le fassiez pour la prochaine fois. Il y a 1000 façons de le faire. Il y a d'abord une édition critique de M. Robert Pignard. Pour ceux qui savent vraiment le grec, je recommanderais la traduction juxtalinéaire, car à bien voir le mot à mot, en somme, des textes grecs, c'est follement instructif. C'est sur ce plan, la prochaine fois, que je vous ferai voir à quel point nos repères sont là, dans le texte, parfaitement articulés par des signifiants que je n'ai pas besoin d'aller chercher un par-ci, par-là. Je veux dire qu'il serait en quelque sorte une sorte de sanction vraiment arbitraire si je trouvais de temps en temps un mot pour faire écho à ce que je prononce. Je vous montrerai que les mots que je prononce sont ceux que vous retrouverez de bout en bout comme un fil unique et qui donnent véritablement l'armature de la pièce.
Donc, si vous pouvez regarder de près ce texte d'Antigone paru chez Hachette, vous en aurez déjà, je pense, suffisamment de fruits à pouvoir anticiper sur ce que je pourrais vous montrer. Il y a quelque chose encore que je veux vous signaler. Un jour, Goethe, parlant avec Eckermann, musardait un peu autour de toutes sortes de choses. Quelques jours avant, il avait inventé le canal de Suez et le canal de Panama. Je dois dire que c'est assez brillant de lire cela et de voir qu'en 1827, il avait eu sur le sujet de la fonction historique de ces deux ustensiles une vue extrêmement claire. Puis, un beau jour, on lit un livre qui vient de paraître, complètement oublié, du nommé Irish, qui fait d'Antigone un très joli commentaire que je connais à travers Goethe. Je ne vois pas en quoi il se distingue du commentaire hegelien, en plus bêta. Il y a des choses très amusantes. Je dois dire que ceux qui reprochent à Hegel de temps en temps l'extraordinaire difficulté de ses énonciations triompheront là, bien sûr, sous l'autorité de Goethe, à confirmer leur raillerie. Goethe rectifie assurément ce dont il s'agit pour Hegel, quand il s'agit d'opposer Créon à Antigone comme deux principes opposés de la loi, du discours, deux conflits en quelque sorte qui seraient liés aux structures. Il montre assez que Créon sort manifestement de son chemin, pour tout dire poussé par son désir, cherche, lui, à rompre la barrière, à viser son ennemi Polynice, au-delà des limites où il lui est permis de l'atteindre. Et c'est pour autant qu'il veut le frapper précisément de cette seconde mort qu'il n'a aucun droit de lui infliger, que c'est en ce sens que Créon développe tout son discours, et par là, à soi tout seul, il court à sa perte. Si ce n'est pas dit exactement comme cela, c'est impliqué, entrevu dans le discours de Goethe. Il ne s'agit pas d'un droit qui s'oppose à un droit, mais d'un tort qui s'oppose à quoi? À autre chose, qui est bien pour nous le véritable problème, à savoir ce que dans cette occasion représente Antigone. Vous le verrez, je vous le dirai, ce n'est pas simplement la défense des droits sacrés du mort ou de la famille, ni non plus tout ce qu'on a voulu représenter d'une sorte de sainteté d'Antigone. Antigone est portée par une passion, et nous tâcherons de savoir laquelle. Mais il y a une chose singulière, c'est que Goethe, quel que soit ce qu'à ce moment il articule, nous dit avoir été choqué, heurté par un moment de son discours où, au-delà de tout ce calvaire dont nous suivrons le parcours, alors que tout est franchi, sa prise, son défi, sa condamnation, son gémissement même, qu'elle est vraiment au bord de ce fameux tombeau, Antigone s'arrête pour se justifier. Alors que déjà elle-même a semblé fléchir dans une sorte de désir. « Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Elle se reprend et aussi bien dit « Sachez-le, je n'aurais pas défié la loi des citoyens pour un mari ou un enfant à qui on eût refusé la sépulture. Parce qu'après tout, dit-elle, si j'eusse perdu un mari dans ces conditions, j'aurais pu en prendre un autre, que si même j'avais perdu un enfant, avec le mari, j'aurais pu refaire un autre enfant avec un autre mari. Mais ce frère, Avtadelphon, le terme grec se lie en soi-même avec le frère, parcourt toute la pièce. Il apparaît au premier vers quand elle parle à Ismène. Ce frère né du même père et de la même mère,
Maintenant, le père et la mère sont cachés dans l'Hadès. Il n'y a plus aucune chance que quelques frères en renaissent jamais. Là, le sage de Weimar trouve que quand même c'est un peu drôle. Il n'est pas le seul, et au cours des âges, le ressort, la raison de cette extraordinaire justification a toujours laissé les gens vacillants. Il faut bien que toujours quelque folie frappe les plus sages discours, et Goethe ne peut pas manquer de laisser échapper un vœu. C'est la vérité de l'homme de retenue, et qui sait quel est le prix d'un texte, de toujours se garder de formuler d'une façon anticipée, car n'est-ce pas là introduire tous les risques? Il dit « Je souhaite qu'un érudit nous montre un jour que ce passage est interpolé. » Naturellement, quand on fait pareil vœu, on peut toujours espérer qu'il sera comblé. Il y a eu au moins 4 ou 5 érudits au cours du XIXe siècle pour dire que ce n'était pas tenable. Une des meilleures façons dont les choses ont été avancées, c'est que, paraît-il, une histoire, qu'on dirait pareille, serait dans Hérodote, au 3e livre. À la vérité, ça n'a pas beaucoup de rapport, à part qu'il s'agit de vie et de mort et aussi de frères, de pères, d'époux et d'enfants. À part ça, qui est vrai, il ne s'agit pas du tout de la même chose, car c'est une femme à qui on offre, à la suite de ses lamentations, le choix entre une personne à gracier de toute sa famille qui se trouve tout entière impliquée dans une condamnation globale, comme cela pouvait se faire à la cour des Perses, et elle explique pourquoi elle préfère son frère à son mari. D'autre part, ce n'est pas parce que 2 passages se ressemblent qu'on pense que l'autre est une copie du premier. Et après tout, pourquoi est-ce que cette copie est introduite là? En d'autres termes, ce passage si peu apocryphe que les 2 vers cités précédemment, qui sont choisis dans le passage, sont choisis parce qu'Aristote, environ 80 ans après Sophocle, les cite au 3e livre de sa rhétorique. Il est quand même difficile, si ces vers portent en eux-mêmes la charge de tellement de scandales, de penser que quelqu'un qui vivait 80 ans après Sophocle aurait cité, à titre d'exemple littéraire, et pas dans un endroit peu important, car il s'agit de ce que, du point de vue de la rhétorique, on doit faire pour expliquer ses actes, et de tous les exemples qui peuvent venir dans une pareille matière, qui paraît assez commune, il se trouve qu'Aristote cite justement ces 2 vers. Cela risque de rendre tout de même le passage et la thèse de l'interpolation un tant soit peu douteuse. En fin de compte, ce passage, justement parce qu'il porte en lui ce caractère de scandale, est peut-être de nature à nous retenir. Nous verrons d'ailleurs, je pense que vous pouvez déjà l'entrevoir, qu'il n'est là, semble-t-il, que pour fournir un appui de plus à ce que nous essaierons de définir tout à fait strictement la prochaine fois concernant la visée d'Antigone.